Bonjour. Pouvez-vous dire votre nom pour les participants par Zoom qui ne Oui, vous voient je pas? m'appelle Jean-Thibault Foultier. C'était une réflexion par rapport à ce qui a été dit sur la Chine. Ah, attendez, on ne vous entend pas très bien apparemment. Vous m'entendez? Si vous pouvez juste reprendre. Oui, donc je m'appelle Jean-Thibault Foultier. C'était une réflexion par rapport à ce qui a été dit à propos de la Chine. Des dissidents, si je me souviens bien, l'expression c'était qu'ils avaient peur de perdre la raison en rentrant en dissidence. En fait, c'est une réflexion très simple. C'est le fait, c'est par rapport à ce qu'on sait tous de la manière qu'on a de présenter la Chine. On appelle la Chine, suivant le caractère chinois, l'empire du milieu. Et en fait, j'ai fait ma petite enquête, et chez les gens avec lesquels je me suis entretenu, l'empire du milieu, ça veut dire être au centre du monde. En fait, c'est pas tout à fait ça. L'empire du milieu, le caractère chinois, c'est un rectangle traversé par un trait. Donc pour les psychanalystes, ça devrait parler, ce trait qui traverse le S du sujet, le sujet barré. Et en fait, littéralement, en chinois, le terme veut dire en plein dans le mille. Et le en plein dans le mille, bon, l'inscription de la lettre en chinois, vous le savez, c'est pas la même que l'inscription de la lettre occidentale. C'est une représentation physique des choses au départ. Et ce en plein dans le mille, ma réflexion, c'était de dire que c'était très drôle, on pouvait considérer ça comme étant drôle, que la lettre, dans une société dite communiste, en tout cas pour les dernières décennies, c'était une privatisation de la lettre, en fait. C'est-à-dire que la lettre touche au but. En plein dans le mille, ça veut dire que l'inscription touche au but et qu'il n'y a pas de différentiel. Et qu'effectivement, rentrer en dissidence, c'est pas seulement idéologique, c'est que le corps du dissident se détache de la lettre. Donc la crainte, effectivement, de la folie, elle est plus repérable avec cette acception-là. Ça, c'était la première réflexion. La seconde réflexion, c'était, je crois que vous avez employé le mot inouï, et j'en ai parlé il y a quelques minutes avant le début de la réunion. Inouï, je suis allé chercher l'étymologie du terme, ça veut dire c'est une parole de la campagne qui n'est pas reçue à la capitale. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'était un pays, c'est plus le cas, mais c'était un pays rural. Et qu'effectivement, la capitale, alors quand on parle le parti, l'organe central du parti, c'est qu'effectivement, il fallait faire une capitale pour qu'il y ait une parole par rapport à la ruralité. Et le inouï, donc cette parole de la campagne qui n'est pas entendue à la capitale, moi, ces temps-ci, ça me fait penser, justement, en parlant d'altérité, au fait qu'il n'y ait pas de psychanalyste à la campagne, en France. Le psychanalyste à la campagne. Voilà, et qu'effectivement, le psychanalyste à la campagne, alors j'en reviens de la campagne, et ça fait 25 ans que j'habite à Paris, et je trouve ça tout à fait intéressant en termes d'altérité, le fait que l'espace de parole soit proposé aux citadins, mais pas à la campagne. Et ça fait partie justement de la réappropriation entre le corps et la parole. Voilà, c'était les réflexions qui me sont venues à vous entendre. Voilà. Merci. Merci. Des questions? Bon, je sais pas, je réagis par rapport à ce que vous dites sur la ruralité. Ça me fait penser à un forum, le forum de Patagonie, qui est dans notre champ international, qui lui se déplace. Je me dis, on pourrait faire un petit psychanalyste itinérant dans les villes de la ruralité, enfin dans les villes, non justement pas dans les villes, mais dans l'espace rural. Oui, Colette Solaire, vous voulez intervenir? Oui, c'est juste une remarque pour discuter. Moi, j'ai tendance à distinguer le commandement du signifiant et le commandement du dire. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Le signifiant commande, et il commande à tous. Il n'a pas besoin de consentement. C'est un commandement qui n'a pas besoin de consentement, parce que dès qu'on a un signifiant, il y a les signifiants opposés, c'est la structure différentielle. Donc il y a d'autres signifiants qui s'imposent. On vous dit un mot sans qu'on convoque d'autres. C'est un commandement que l'on ne peut pas éviter, on ne peut pas s'en libérer, on ne s'en libérera jamais de ça.
Mais en même temps, on pourrait dire, en fonction de ce que disait le collègue, le signifiant, c'est jamais en plein dans le mille. En plein dans le mille. C'est entre les deux. Si en plein dans le mille, c'est le milieu. C'est pas ni l'un ni l'autre de signifiant. Et donc, on pourrait faire des gloses sur les limites du commandement du signifiant et en même temps son inévitabilité. Tandis que le commandement du dire, le dire, ça vient d'une existence contingente. C'est tout à fait autre chose. Et donc, aucun dire, pas de dire qui ne passe pas par le véhicule du signifiant, le véhicule de la parole, qui inclut le signifiant. Et là, il y a des commandements propres au signifiant, mais le commandement du dire, c'est quand même tout autre chose. Et ça commande au sujet avec son corps. Au sujet avec son corps, aux deux. Hein, puisqu'il y a le sujet et il a son corps. Donc, on est toujours deux là. Donc, je distingue le un du un dire et le un du signifiant. Ce serait un approfondissement simplement de la question du commandement, quoi. Sans parler des commandements de la jouissance. Ça, c'est encore un troisième. Pauvre de nous. Oui, c'est la question que j'ai essayé de déplier, d'attraper, mais ça reste effectivement une chose complexe. C'est ça, la question de les signifiants qui ont du poids, comme dit Lacan. Des signifiants qui ont du poids et qui s'imposent au sujet et qu'effectivement une analyse arrive à cerner. Il le dit aussi dans la conférence du Vinatier, c'est quand un mot se retrouve au croisement de trois sens qu'on sent qu'il a du poids, et c'est en arrivant à celui où il y a le plus de chaînes associatives qu'on arrive au centre de gravité du désir. Un centre de gravité du désir qui n'est pas du tout, effectivement, là pour le coup, un manque de signifiant, mais c'est un manque de sens, c'est-à-dire la matérialité pure du signifiant. L'exemple que j'utilise toujours, et je ne suis pas le seul évidemment, c'est le signifiant rat chez l'homme rat, qui est absolument au carrefour des significations et où Lacan va jusqu'à suggérer dans le dernier texte, la postface ou la préface, je ne sais jamais, à l'édition anglaise, qui n'a plus de portée de sens. Le réel d'un signifiant qui n'a plus de portée de sens. Alors ça, il me semble que c'est justement du côté de l'impératif du dire. Mais peut-être que je ne comprends pas bien la chose. C'est intéressant que tu prennes cet exemple, parce que ça permet de bien... Enfin, pour moi, ça permet de bien saisir. Lacan, il parle en 67 au Vinatier, il n'a pas construit les discours, il n'a pas développé complètement le champ lacanien de la jouissance, mais il a déjà cette idée que tout psychanalyste est obligé d'avoir, il faut bien dire la vérité, il a déjà cette idée que les mots ont un poids différentiel. Et en tant que psychiatre, en plus, il a eu affaire au néologisme de la psychose. Dans la psychanalyse, nous avons affaire au néologisme venu de l'inconscient, c'est ça. Des mots qui ont un poids pour un sujet qu'ils n'ont pas pour les autres qui parlent la même langue. Bon. Alors, ce poids du signifiant, il a commencé par dire c'est le carrefour des significations. Et il cherche, et finalement, qu'est-ce qu'il dit 10 ans après? Il dit c'est le mot coalescent à la jouissance. C'est ça, hein? C'est jouissance. C'est le mot coalescent à la jouissance. Ça fait du un de langage et de jouissance. Absolument. Et le cas de l'homme au rat, le rat de l'homme au rat en est un. D'où la question, encore, à mon avis, ça amène, c'est ce que partie de cette idée, c'est que ça amène à reconsidérer le lien de parole, dans la mesure où, à partir d'encore, justement, je me suis surtout appuyé sur encore,
quand Lacan parle des rencontres de jouissance, d'une certaine façon, des rencontres de jouissance qui sont autre chose, les signes énigmatiques par lesquels les gens font le lien, se rencontrent, les histoires d'amour, c'est autre chose que les liens fantasmatiques. C'est d'un autre ordre. Il y a effectivement des rencontres fantasmatiques, mais les rencontres énigmatiques de signifiants qui, d'une certaine façon, j'aime pas trop le mot, avec ces connotations un peu romantiques, mais il y a une résonance, une rencontre qui est contingente, effectivement, et qui, il faut bien le dire, le plus souvent source de malentendus, puisque, justement, c'est hors sens. C'est le début de l'histoire. Mais par exemple, le rat de l'Omora, ou on pourrait prendre 36 autres exemples, est-ce qu'on dirait que ça lui est imposé? Il ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Ça s'est trouvé comme ça. Il a commencé à regarder les rats tout petits. Il ne l'a pas choisi, mais c'est lui. C'est tout à fait lui. C'est lui. C'est ça. Et donc, du coup, ça n'a pas ce que connote le mot imposition. Le mot imposition, ça connote quelque chose qui n'est pas vous et qui vous vient dessus. Mmh. Alors qu'un signifiant jouit, c'est vous. Donc, du coup, c'est délicat de dire que c'est imposé. Imposé par quoi? Par qui? Par le hasard de la jouissance qui a répondu. Oui, mais c'était lui. Donc, tu vois, Mais c'est pas pareil que quand tu te trouves face à un dire qui n'est pas le tien et que tu peux pas... Tu es obligé d'obéir. Oui, j'ai pas compris. C'est pas la même chose que quand un dire d'un élément hétéronome, de quelqu'un d'autre, disons, d'où que vienne ce dire, qu'un dire, tu le reçois, ce n'est pas le tien, et il s'impose. Il s'impose à toi. Tu vois, puisqu'on parle de l'imposition, de ce qui nous commande. Oui, ben justement, je ne sais pas si je réponds là, si je comprends de quoi tu parles, mais la rencontre de l'Omora et du capitaine Cruel, c'est bien parce qu'effectivement, le capitaine Cruel fait résonner quelque chose au-delà de toutes les significations fantasmatiques, avec son histoire de supplice des rats, qu'il y a cette rencontre déclenchante qui se fait. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par Zoom? Non? D'accord. Préparez vos questions par Zoom, n'hésitez pas. Est-ce que, Bernard, vous avez envie de poser une question à Marc? Très cher. Merci pour vos remarques et questions. Je pense que d'abord, il faut que je prenne le temps de lire son livre. Je n'ai pas eu le temps. Maintenant, je connais assez bien Marc. On travaille beaucoup ensemble. Et donc, je sais un peu les questions sur lesquelles il travaille. Je voudrais quand même te demander si tu peux pas nuancer un peu cette idée du bénéfice de liberté que peut apporter une psychanalyse. Parce que si on dit haut et fort dans une tribune qui, après tout, n'est pas forcément, j'espère en tout cas, déborderait notre cadre, si on dit qu'une psychanalyse n'apporte aucun degré de liberté, je ne vois pas qui aurait l'idée saugrenue de s'y lancer. Alors, j'aimerais que tu nuances un petit peu cette idée. Bien sûr, je connais toutes les références auxquelles tu fais allusion sur le fou, c'est l'homme libre, etc., etc. Mais il me semble quand même, et je crois aussi que c'est présent chez Lacan, qu'il peut à la fois
nous décourager d'aller chercher cette liberté impossible, et en même temps, dans certains passages, à certains moments, il encourage ses élèves justement à un peu de folie. Oui, merci pour ta question. Alors là, je m'y oriente toujours avec le même passage de Lacan qui est dans les écrits, pardon, je ne sais plus dans quel texte, mais où il distingue, et ça me paraît pouvoir être utilisé jusqu'à la fin de son enseignement, il distingue les positions de la marionnette, de l'acteur et du metteur en scène. Effectivement, on le voit avec Catherine Millet comme exemple paradigmatique, ou l'homme aura, ils sont les marionnettes de leur fantasme. Une psychanalyse, ça permet au sujet, et je crois que Lacan le disait à l'occasion, quelqu'un me l'a répété, un premier rendez-vous avec Lacan, et Lacan lui dit « Je vais vous aider à être acteur de votre vie ». L'acteur, ce n'est pas la marionnette. Il est effectivement soumis au texte de l'écrivain, d'une certaine façon au metteur en scène, mais il a sa part de représentation, justement, qui fait qu'il n'est plus la marionnette, parce que le fou, c'est l'homme libre, le fou, a priori, c'est quand même la marionnette de l'autre, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. On me fait bouger mon bras, on me fait dire des choses comme ça, etc. Là, devenir acteur, c'est, encore une fois, sur la scène, représenter la chose, ce qui, évidemment, permet une liberté du sujet, puisque le sujet en est barré de la scène de représentation. Et c'est évidemment la meilleure façon de respirer, de retrouver de l'air, parce qu'une marionnette, ça ne respire pas. Ça ne respire pas, mais en plus, ça ne pense pas. Mais oui. Et ça ne joue pas, parce oui, que la représentation, voilà. Il y a aussi une dimension mais de jeu. Je pensais, en t'écoutant, que l'exemple que Lacan nous a donné, c'est justement l'exemple de quelqu'un d'une grande liberté de pensée. Et c'est quelque chose sur laquelle on n'insiste pas dans nos milieux, mais qu'est-ce que tu penses de cette idée et qu'est-ce que ce serait que ce concept qu'au fond une psychanalyse, ça peut quand même donner à celui qui l'amène jusqu'au bout une liberté de pensée qui peut être créatrice, hein, dans certains cas, que tout le monde n'a pas. Je n'suis pas sûr que la création et la liberté soient synonymes. Déjà. Je ne suis pas sûr que les créateurs, quand ils témoignent, en général, c'est plutôt d'une contrainte qu'ils subissent. Mais du coup, j'oublie ta question. Oui. Création, c'est peut-être pas le mot juste. Il y a un mot de Foucault qui dit bien les choses. Et un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un auteur ?» C'est pas tout à fait l'idée du créateur. Qu'est-ce qu'un auteur, hein? Et en fait, ce qu'il développe, c'est qu'un auteur, c'est quelqu'un qui justement se permet de penser, peut-être pas toujours dans le sens de ce que l'autre impose. Bien sûr, mais j'ai évoqué, je l'ai revu, j'évoquais dans ce cours le mathématicien Grothendieck, qui est un personnage de roman, qui est ce qu'on appelle maintenant haut potentiel, mais génial, et qui a laissé derrière lui des milliers de pages qui ne sont pas encore déchiffrées. On ne sait pas si c'est du délire ou si c'est utilisable en mathématiques. Enfin, il y a vraiment, c'est un phénomène, ce type. Et il a fait, entre autres, il a écrit ses mémoires et il raconte qu'il n'a jamais tenu compte de la vie des autres. Jamais. Et alors là, effectivement, c'est une liberté folle qui lui a permis d'être follement créatif. Ce n'est pas ce que fait Lacan du tout. Lacan, il dit que
Il a été amené à ça, effectivement, par des rencontres, et qu'à un moment, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne tenait pas la route dans ce qui existait déjà. Il y avait Freud qui l'a arrêté, qui lui a paru indiquer une issue à l'impasse de l'écoute du fou, justement. Parce que Lacan a... Excusez-moi, c'est une parenthèse en parenthèse, mais quand même, Lacan a toujours insisté jusqu'à la fin de son enseignement sur le fait que la psychanalyse, ça permettait aussi d'écouter les fous autrement. Pas seulement de dégager le fantasme des névrosés, mais que ça devait concrètement changer notre rapport à la folie et au fou. Là, je pense qu'on en est encore très loin, concrètement. Ou alors, on en témoigne peu. Et donc, Lacan, lui, ce qu'il dit, c'est que il y a quelque chose qui ne tenait pas la route dans ce que les élèves de Freud ont fait de Freud, et il s'est mis au travail pour essayer de rendre compte de façon plus juste, plus logique, de cette expérience efficace, certaine, de fait, de la psychanalyse. Et là, le côté créatif de Lacan, certainement, il a eu un courage incroyable, mais il me semble que son premier courage a été de dire, là, il y a quelque chose qui cloche. Là, il y a quelque chose, ça ne tient pas la route. Refuser. Et c'est une position, me semble-t-il, qu'il avait en général dans la vie. Refuser la soumission, justement, la soumission à quelque chose qui n'était pas justifié logiquement. Bien. Merci Marc. À vous écouter tous les deux, je vous pose une question, mais pour tout à l'heure, qui est un peu la question finalement de fond aussi de cette matinée. C'est alors, est-ce que tout psychanalyste est auteur? Bon. Donc ça, c'est la question que je vous laisse pour tout à l'heure. Pas le psychanalyste, non, pardon, mais rapidement, il n'est pas auteur. Il permet au sujet de déchiffrer, éclairer les signifiants de sa traverse. Non, mais si on suit ce que disait la proposition de Bernard, donc de dire que quand même un peu d'espoir, c'est qu'à la fin d'une analyse, on puisse devenir auteur, en fait, c'est ce que vous avez dit même, disons. En tout cas, donc un peu plus de liberté, de création, etc. Et que être psychanalyste, c'est quoi? C'est donc dans la pratique, c'est par l'acte. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que du coup le psychanalyste est auteur? Bon, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose pour tout à l'heure, mais je propose tout de suite, on va peut-être continuer sur le livre de Bernard. De toute façon, vous restez là et on va continuer d'échanger ensemble. Hein.